Ce soir, nos mémoires du zinc seront consacrées à Étienne Dao pour son nouvel album L'Invitation. Alors Étienne Dao, vous pouvez le retrouver en tournée en France à partir de mars 2008, Olympia du 3 au 8 juin 2008. On vous fait prendre votre élan, mais ça va être nécessaire parce qu'il va y avoir du monde. Étienne Dao, bonsoir. Bonsoir. Alors cet album, donc L'Invitation, alors vous dites que c'est un peu un album qui est le fruit du doute, parce qu'en 2003 j'étais un petit peu en panique et je me demandais si j'allais continuer à chanter. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de la panique, hein. C'est comme tous les artistes, les zones entre les deux albums sont toujours très importantes. C'est là qu'on trempe sa plume pour savoir quelle va être l'inspiration, quelle va être la direction d'un album. Donc le doute c'est inhérent à tous les artistes. Et alors qu'est-ce qu'on trouve dans cet album? Alors il y a 11 titres, donc on commence par L'Invitation. Alors L'Invitation, dès qu'on entend ce titre-là, on est dans une ambiance très particulière, arabo-andalou. Il faut savoir que vos origines, comme vous êtes né à Oran, votre rapport à l'Algérie, vous n'y êtes jamais retourné, je crois. Bah non. Non, pas de... Non, j'ai beaucoup vécu en Bretagne et je pense que la Bretagne est aussi importante. Vous êtes un Rennais. Dans ma construction, c'est pareil. Je suis resté en Algérie en fait, jusqu'à l'âge de 7 ans peut-être. Donc évidemment, ce sont des années très très importantes, mais aussi importantes que le reste, que mes années à Londres et à Paris. Transmusicales, enfin oui, tout ce bain. Enfin, je disais toujours que j'étais né à Rennes en fait, quand on me posait la question. Oui. Ma seconde naissance est sur la scène transmusicale. Ouais, c'est vrai. Alors on trouve dans ces titres, parce que quand même la présence de votre père dans cet album, et particulièrement bien sûr dans Boulevard des Capucines, on sait l'histoire, votre père un jour est venu, vous ne l'avez pas reçu, et des années après vous recevez des lettres de lui, et là vous décidez d'écrire ce texte en prenant sa voix. Oui, en prenant son point de vue, oui, c'est vrai, oui. Mais sa présence, elle est juste sur cette chanson. Elle ne fait pas d'ombre aux 10 autres chansons qui sont pour moi aussi importantes. Hein. Cette chanson est très importante, naturellement, et je ne regretterai jamais de l'avoir inclus à l'album, même si médiatiquement, elle prend une place qui est un petit peu importante. Moi, ce qui est très important pour moi, c'est d'éviter la pipolisation de choses comme ça. C'est pour ça que j'ai hésité à la mettre sur l'album. D'accord. Quand on dit que votre inspiration première est l'amour, vous le revendiquez, c'est l'amour. Et vous dites que vous n'avez pas laissé le temps à la passion de s'installer parce que vous bougez beaucoup. Si, je laisse le temps à la passion de s'installer. Je ne crois pas aux choses paisibles. Mais j'y crois pas parce qu'il me reste encore plein de temps, je pense, pour découvrir autre chose. Mais j'ai besoin d'intensité. C'est ce qui me porte. Voilà. D'intensité, on revient à ce que vous avez dit au début, d'inquiétude et de doute, c'est un des moteurs de la création. Plus du doute que de l'inquiétude. Hein. Je suis pas inquiet, je suis plus sans doute, mais c'est normal. C'est normal parce que ça fait 25 ans que je fais de la musique. Et voilà, j'ai envie à chaque fois de faire mieux. Et voilà, à chaque fois on place la barre de plus en plus haut. Enfin, c'est pas commun à moi. Enfin, tout le monde a ce but-là d'essayer de faire mieux à chaque disque. Et en fait, comme de toute manière, on fait toujours la même chanson, mais qu'on essaie de la faire mieux. Oui, vous avez ce sentiment? Oui. Moi, vous tournez autour de la même chanson? Je pense qu'on fait toujours... Enfin, chaque artiste a un sujet de prédilection et fait la même chanson toute sa vie, je pense. Je crois. Ouais. Voilà, donc la séquence Punchy Ball, donc l'occasion pour vous de revenir sur un sujet sur lequel vous avez envie de rebondir ou qui vous a heurté, agacé. De quel sujet s'agit-il? Radiohead, Madonna et Prince, c'est la nouvelle manière de commercialiser la musique. Commercialiser la musique. On était tous évidemment très intéressés de savoir si les gens allaient mettre de l'argent, combien ils allaient mettre d'argent pour ce disque de Radiohead qui sortira en physique dans quelques temps. Moi, je suis pas pour le fait de... Ils ont mis de l'ordre de 6 €, parce que l'idée était que l'internaute pouvait choisir le prix du morceau de musique qu'il voulait écouter. Enfin, pour l'album, en tout cas. Moi, je trouve ça assez choquant, personnellement. Je trouve qu'il faut pas passer le chapeau, quoi. Oui. On fait pas l'aumône, voilà, c'est un travail qui a une valeur. Je trouvais que c'était intéressant que dans les 3 artistes cités, il y a 3 pointures internationales extrêmement connues. Si vous voulez, ce sont des artistes qui sont un peu hors normes et qu'on ne peut pas réduire ce métier et la manière de consommer la musique aujourd'hui sur 3 artistes qui sont des artistes qui font beaucoup de monde en tournée, qui gagnent énormément d'argent en sponsoring et en merchandising et avec les places des tournées. C'est complètement... Enfin, de concert, ça n'a rien à voir avec
par exemple un artiste qui vient de sortir son deuxième album par exemple. Donc c'était un petit peu déséquilibré. En plus bon je me répète mais c'est pas du tout la même économie. Pour sortir un album en France, ça coûte très cher de faire un album, ça coûte la peau du cul. Et en plus le marketing qui va avec pour développer un artiste même pour entretenir la vie d'un album, c'est monstrueux, c'est phénoménal. Est-ce que vous Donc comprenez si vous prenez un album français par exemple, ça coûte tellement cher que on peut même pas envisager de faire ça quoi. Mais qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui trouvent c'est cher le disque? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que c'est ce qui se passe, c'est le réflexe. Moi je trouve que, enfin non voilà, je veux pas rentrer dans le côté mauvaise foi pour défendre un acte. Voilà, mais tout dépend de tout ce qu'on met. Enfin, c'est cher par rapport à la valeur qu'on y met soi-même. Moi, quand j'achète un album que j'ai gardé toute ma vie et que j'aime, je me dis pas il est cher. Et ça n'a rien à voir avec aujourd'hui où on peut considérer que j'ai les moyens d'acheter des disques ou autre chose. Ça a toujours été le cas. Non, hein? Oh non. Alors c'est moi. J'aime bien. Voilà, ça marche. Ouais. Comme quoi l'autorité, hein, quand elle est incarnée par un sifflet, ça fonctionne. Alors, sifflet, justement, c'est l'occasion de revenir sur une critique. On a rencontré quelqu'un qui est un peu un spécialiste de la descente en flammes, qui fait son fonds de commerce un petit peu du cisaillage systématique. C'est Laurent Gérard, qui semble beaucoup vous aimer parce qu'il vous a inclus dans ses spectacles, il fait référence à vous. Alors voilà un petit peu ce qu'on... Mais je crois qu'il m'aime bien, justement. Oui, bah je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous lire la déclaration d'amour de Laurent Gérard à votre égard. De Libé au Figaro, tous les critiques vous encensent. Alors, on va rester fidèle à notre rubrique. Nous avons trouvé une ruse. C'est pas très glorieux, mais il semble qu'un célèbre imitateur, on vient d'en parler, vous compte parmi ses cibles favorites. Laurent Gérard, pour ne pas le citer, dit de vous que vous soignez votre laryngite en public. Il a même en 2006, en Suisse, alors qu'il était frappé d'une sévère extinction de voix et qu'il a dû interrompre son spectacle, déclaré à un journaliste « Avec une voix aussi voilée, je ne pourrais me produire qu'en Iran ou imiter Étienne Dao. Mais je ne vais pas le faire pendant 2 heures. » Voilà. Alors, quand vous entendez ce genre de propos, un peu complaisant, un peu facile, un peu gratuitement méchant, on va dire, comment vous réagissez? Mais vous savez, je suis un artiste pas consensuel, déjà. Et quand on est un artiste pas consensuel, forcément on a des critiques. Moi, depuis mes débuts, j'ai des critiques. Franchement, ça ne m'a jamais dérangé. Parce que, bon, dans le cas d'un humoriste, enfin les humoristes peuvent se tromper, le public jamais. Hein. Oui. Mais dans le cas d'un humoriste, c'est son fonds de commerce. Enfin, voilà, enfin, il y a moi et puis il y a d'autres d'ailleurs. Comme vous dites, vous n'êtes pas consensuel. Sur le rap, sur Obispo, sur plein de gens, c'est pareil. Enfin, je ne suis pas sa seule cible. Mais il n'y a jamais quelque chose qui vous a touché, parce qu'il y a eu cette affaire où on vous a déclaré comme ayant le sida ou même mort, oui, parce que vous... Oui, ça vous fait rire aujourd'hui, mais sur le moment, ça ne vous a pas fait rire. Sur le moment, ça m'avait fait rire. Oui, c'est vrai? Bah oui, forcément. Mais vous savez d'où c'est venu? Non, il y a un moment, ça fait pleurer, c'est quand ça commence à tout d'un coup devenir une certitude. C'est incroyable comment les certitudes, enfin les mensonges deviennent des certitudes et que les gens sont plus enclins à croire à un mensonge qu'à la réalité. Ça me stupéfie. Mais voilà. Étienne Dao, ce miroir pour notre séquence admiration. Alors, qui admirez-vous? De qui vous avez envie de parler? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé et qui m'ont construit depuis que je suis adolescent. Donc c'est j'ai eu beaucoup de mal à déterminer qui. Et en fait, j'ai choisi Gaston Leroux. Pour Le Fantôme de l'Opéra, c'est pas que j'ai une admiration sans borne pour Gaston Leroux, mais c'est le premier livre de poche que j'ai lu. Et donc voilà, c'est le passage de la bibliothèque verte au livre de poche. Et pour moi, ça a été important. Oui, j'avais 9 ans ou 10 ans. Et puis voilà, je me sentais adulte et puis je trouvais que c'était une belle histoire, quoi. C'était un peu La Belle et la Bête, quoi. J'ai eu la chance de visiter justement de fond en comble l'opéra. Et donc ça m'est vraiment revenu en mémoire ce fameux lac qu'il y a sous l'opéra, ces chambres qui sont fermées jusqu'à, je ne sais... qui sont fermées pour de très longues années, qui ne sont pas encore ouvertes, où il y a des secrets dedans.
Et ça a fait écho sur ce bouquin. Je ne l'ai pas oublié, quoi. Je l'ai lu une fois, puis après, je l'ai lu 6 fois ou 7 fois. Oui. Etienne Daho, l'idée est de nous emmener dans un moment de votre intimité, un de ces moments où vous nous auriez emmené dans un souvenir, où il y a... Un moment de mon intimité? Oui, de votre intimité. Oui. Ah, moi j'ai envie que vous me racontiez le jukebox de l'épicerie. Ah, c'était chez mes grands-parents au Cap Falcon, justement. C'était un endroit de plage qui était un petit village de pêcheurs avec quelques villas où j'ai passé les premières années de mon enfance, qui était un endroit complètement magique. Et voilà, il y avait un jukebox et donc voilà, comme la musique a toujours été une vocation, une passion. Et vous vous rappelez comment il était ce jukebox? Oui. Et d'ailleurs, j'ai mis cette photo. Il y avait une photo de moi enfant avec ce jukebox et je l'ai mise dans le livret de mon premier album. Alors qu'est-ce que vous écoutiez sur ce jukebox? Je sais pas, tous les yéyés de l'époque, mais je crois que ce que j'aimais le plus, c'était les Beach Boys en fait. Ah ouais. Ah oui, déjà. Ah oui, c'était pas mal. Est-ce qu'il y avait Françoise Hardy? Parce que vous aimez beaucoup Françoise Hardy. Oui, il y avait tous les yéyés de l'époque, entre autres Françoise Hardy. Et alors, il y a aussi autre chose autour de ce jukebox, c'est qu'on vous appelait le Twister quand vous étiez gamin. C'est vrai, il paraît que je volais en fait l'argent des pourboires sur les tables et que j'allais mettre des disques. Alors si quelqu'un mettait des sous pour mettre un disque, je me faufilais entre comme ça et j'appuyais sur les boutons. Ouais. Et donc j'avais beaucoup de réclamations. Et c'était quoi le titre des Beach Boys que vous remettiez tout le temps à saouler tout le monde là? C'était quoi? Je crois que c'était 409, c'est une chanson avec un texte sur une moto ou sur une voiture, je sais plus. C'est magnifique, en plus j'étais tellement petit, j'étais juste à hauteur pour voir vraiment l'espèce de bras qui prenait le disque, qui le posait, avec ce bras gigantesque qui... c'était un truc de dingue, c'était un train électrique amélioré, on va dire. Eh bien voilà, on est passé du petit Etienne Daho près de son jukebox à aujourd'hui Etienne Daho, l'invitation, votre dernier album. Et si on veut voir Etienne Daho en vrai, tourné en France à partir de mars 2008 à l'Olympia du 3 au 8 juin 2008. Etienne Daho, merci. À bientôt. À bientôt.